Bonjour à toutes et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, on va parler du SOPK, renommé SMOP, et surtout aussi de la résistance à l'insuline. Parce que je vois beaucoup, en fait, de personnes qui disent que le SOPK, donc le SMOP, c'est le diabète des ovaires. Alors, je vais ici t'expliquer déjà pourquoi c'est faux, comment traiter en fait réellement la résistance à l'insuline et quel est le lien avec le SOPK. Mais on va vraiment se focaliser aujourd'hui sur la résistance à l'insuline. Donc, pour rappel, la résistance à l'insuline, vous pouvez savoir si vous en avez une en faisant pas un test de glycémie, parce que le test de la glycémie ne suffit pas. On peut avoir une glycémie basse et quand même avoir de la résistance à l'insuline, voire un prédiabète. C'était mon cas. J'avais une glycémie très basse à jeun. Pour autant, j'étais quasi en prédiabète et c'est le cas aussi de nombreuses de clientes que j'accompagne parce que quand même, je pense que 80% des clientes que j'accompagne ont le SOPK. Donc, pour vérifier que vous avez de la résistance à l'insuline, pas le test de glycémie, mais le test OMA. Alors déjà, commençons par le SOPK, donc le SMOP. Souvent, jusqu'à présent, en fait, ça a été défini comme un dérèglement hormonal. Le SOPK est vraiment une maladie endocrinienne qui touche la totalité du corps. Il faut savoir qu'avec le SOPK, on a plus de risques, et ça c'est facile, vous avez les informations sur tous les sites officiels de santé, y compris celui de la Sécurité sociale en France. Mais voilà, avec le SOPK, on a plus de risques de cancer hormonodépendant, plus de risques de maladies cardiovasculaires, plus de risques d'AVC, plus de risques de diabète. Et sans parler de l'infertilité, parce que ça souvent, en fait, comme le SOPK était vraiment défini, donc le SMOP aujourd'hui était vraiment défini comme une maladie gynécologique, du coup, ça se concentrait en fait vraiment sur les cycles irréguliers ou absents et l'incapacité à tomber enceinte. Et le SOPK aujourd'hui touche à peu près une femme sur 7. Et bien sûr, le SOPK est multifactoriel, donc c'est pour ça que j'ai développé mon protocole qui est complètement holistique, parce que le SOPK, c'est pas juste l'alimentation, c'est pas juste le sport, mais il va y avoir aussi tout ce qui est schéma de pensée, donc il va falloir travailler sur les neurosciences, il va aussi falloir travailler sur tout ce qui est gestion des émotions, donc avec le développement personnel, avec des pratiques somatiques, mais aussi tout ce qui est équilibre énergétique, parce que le SOPK, c'est aussi également un déséquilibre du chakra sacré, entre autres, parce qu'il y a aussi d'autres chakras souvent qui sont déséquilibrés avec le SOPK. Donc c'est pour ça que pour traiter durablement le SOPK, il faut une approche vraiment globale. Et pour avoir une approche globale, il faut déjà le comprendre dans sa globalité. Point important, c'est que chaque femme en fait a des symptômes de SOPK qui sont différents. Tout simplement parce que les causes et les cofacteurs vont être différents selon chaque femme. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut vraiment identifier la cause et les cofacteurs qui en fait, trigger majoritairement votre SOPK pour ensuite mettre en place des actions ciblées. Donc si je récapitule juste les symptômes possibles du SOPK, donc déjà il va y avoir la résistance à l'insuline dont on va parler, et donc ça c'est important de mettre la résistance à l'insuline dans les symptômes, même si en fait c'est un petit cercle vicieux. Donc en fait les symptômes va faire que du coup ça va être une cause et un cofacteur aussi, mais voilà, la résistance à l'insuline ne cause pas le SOPK. Ensuite on va avoir tout ce qui est acné, tout ce qui est alopécie, tout ce qui est infertilité, tout ce qui va être fatigue chronique également, hirsutisme, potentiellement surpoids. Et ça, c'est important de mettre en évidence que le poids n'est pas la cause du SOPK, mais c'est vraiment une conséquence, c'est un symptôme. Et de nombreuses follicules dans les ovaires. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous vraiment focaliser sur la résistance à l'insuline. Donc, qu'est-ce que c'est que la résistance à l'insuline ? La résistance à l'insuline, en fait, c'est quand on va manger du sucre, et par sucre, j'entends les glucides, donc ça peut être des pommes de terre, ça peut être du riz, ou des fruits, ou encore des desserts. Et en fait, le taux de sucre sanguin va augmenter. Ainsi, le pancréas va produire de l'insuline pour que ce sucre pénètre dans les cellules. Et en cas de résistance à l'insuline, en fait, les récepteurs à l'insuline vont être perturbés, donc le sucre va moins bien pénétrer dans les cellules, et donc pour compenser, le pancréas va produire d'autant plus d'insuline. Alors que c'est pas vraiment ça le problème c'est les récepteurs. Et du coup, cet excès d'insuline, qu'est-ce que ça va provoquer ? Ça va stimuler les ovaires qui vont produire plus d'androgènes, et donc on va se retrouver potentiellement avec une prise de poids, avec de l'hirsutisme aussi, majoritairement, de l'acné probablement, mais ça va aussi solliciter les surrénales qui du coup vont produire beaucoup plus d'adrénaline. Et donc plus on va utiliser en fait et du coup saturer les surrénales, plus on va avoir des symptômes qui vont être notamment liés à la chute de cheveux, entre autres. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la résistance à l'insuline ne touche pas 100% des femmes qui ont le SOPK. Donc souvent, les recommandations que l'on voit en cas de SOPK et de résistance à l'insuline, il faut suivre un régime keto, c'est-à-dire pauvre en glucides, en sucre et riche en protéines et donc en graisse.
Ben, ceci est totalement erroné parce que déjà, toutes les femmes n'ont pas de la résistance à l'insuline. Et en plus de ça, même si les femmes avaient de la résistance à l'insuline, même celles qui en ont, ben en fait, cette approche vient plus aggraver les choses que la traiter. Parce que déjà, il faut comprendre que la résistance à l'insuline, donc comme je vous l'ai dit, c'est un dérèglement hormonal. Mais ce dérèglement hormonal, il faut comprendre qu'en fait, toutes les hormones fonctionnent par effet domino dans le corps. C'est-à-dire que si une hormone est déréglée, par effet domino, ça va venir dérégler les autres. Là, je vous ai expliqué que l'insuline, du coup, le fait que le pancréas, en cas de résistance à l'insuline, produise plus d'insuline, ben ceci va déséquilibrer les androgènes qui vont être en excès également, mais pas que. Par exemple, parce que du coup, je vous ai dit aussi que ça va solliciter les surrénales qui vont produire de l'adrénaline et donc du cortisol, mais aussi il y a le cortisol qui peut être la cause en fait du dérèglement de l'insuline. Parce que le cortisol, c'est une hormone hyperglycémiante. Son rôle, en fait, est de venir libérer le sucre qui est déjà stocké dans l'organisme, le libérer dans le sang pour que les cellules, en fait, puissent l'attraper, entre guillemets, et produire l'ATP, c'est-à-dire l'énergie. Et donc, ce cortisol va aussi dérégler l'insuline, même si à la base, l'insuline n'était pas déréglée, qu'il n'y avait pas de problème de récepteur. Donc ça, c'est important de comprendre que toutes les hormones fonctionnent par effet domino, et donc de vouloir réguler une seule et pas les autres, ben en fait, vous ne pouvez pas avoir de résultats durables, même à court terme. Je pense que les résultats vont être très très limités. Et pour rappel, si vous voulez vraiment un épisode qui est focus SOPK avec tous les types de SOPK, etc., j'avais déjà fait plusieurs épisodes de podcast dessus. Là, on fait vraiment juste le lien avec la résistance à l'insuline. Donc ensuite, parlons donc des régimes keto et faibles en glucides pour traiter la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, c'est donc quand il y a du sucre qui reste dans le sang et qui ne peut pas être absorbé, en fait, qui ne peut pas entrer dans les cellules. Et donc ceci est non causé par le sucre, parce que si vous comprenez bien, le sucre, c'est juste la conséquence, puisque le sucre va rester bloqué dans le sang, mais c'est pas vraiment sa faute s'il n'arrive pas à pénétrer dans les cellules. Mais ce qui va poser problème, c'est les graisses. En fait, tout simplement, quand vous consommez des graisses saturées, les graisses saturées vont venir épaissir en fait vos vaisseaux. Du fait que ensuite, quand vous mangez du sucre, que ce soit des glucides, que ce soit des fruits, que ce soit des desserts, ben en fait, ce sucre il va rester dans votre sang, tout simplement parce que les vaisseaux sont trop épais pour que le sucre puisse passer et être ensuite métabolisé correctement. Et ces graisses saturées, où est-ce qu'elles se trouvent? Elles se trouvent dans les produits laitiers et dans la viande par exemple. C'est la raison pour laquelle le régime keto qui est préconisé en cas de résistance à l'insuline aggrave les choses plus qu'autre chose. Vraiment, j'ai une cliente qui a de la résistance à l'insuline pour le SOPK. Elle a fait 6 mois de régime keto. Résultat, sa résistance à l'insuline s'est aggravée. Elle avait une candidose. La candidose s'est aggravée également. Et donc, il a fallu reprendre tout le protocole pour vraiment tout restabiliser et traiter la résistance à l'insuline à la racine. Et donc, le régime keto, déjà, 1, c'est pas viable sur le long terme. Et 2, ensuite, ça vient juste aggraver le problème et masquer, en fait. Parce qu'au début, si vous avez un régime keto, forcément, vous consommez pas de sucre. Donc, si vous faites un test stomac, un test de glycémie, etc., ben, ils vont être bons, puisqu'il n'y a pas de sucre dans le sang. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de sucre, le pancréas ne va pas produire plus d'insuline, donc vos marqueurs vont être corrects. Le problème, c'est que quand vous allez à nouveau consommer du sucre, ben, entre-temps, comme vous avez eu un régime riche en protéines, notamment les protéines animales, qui contiennent des graisses saturées, et donc même le poulet, le blanc de poulet contient des graisses saturées, toutes les viandes contiennent des graisses saturées. Ce n'est pas des bonnes graisses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais ça veut dire qu'il ne faut pas tomber dans un extrême et se dire que les protéines animales équilibrent les hormones ou traitent la résistance à l'insuline, ce qui est totalement faux en fait. Quand vous avez une alimentation qui est riche en protéines animales, ben, du coup vous avez forcément une alimentation qui est riche en graisses saturées. Et donc vous épaississez vos vaisseaux sanguins. Et donc lorsque vous allez consommer à nouveau du sucre, ben, ce sucre il va être dans votre sang parce qu'il ne va pas pouvoir passer à travers les vaisseaux. Et ça, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque le fait que vos surrénales, en fait, elles vont produire beaucoup plus d'adrénaline pour fluidifier le sang. Parce qu'il y a trop de sucre, en fait. Le sang, va être beaucoup trop concentré, ce qui est dangereux pour le cœur. L'instinct, en fait, de survie du corps, ça va être de produire de l'adrénaline pour vraiment protéger le cœur, même si au final vous allez finir par épuiser vos surrénales et avoir des symptômes en fait d'épuisement surrénalien. Et donc c'est ça qui avec le SOPK va provoquer de la fatigue chronique notamment ou encore de l'alopécie. Et donc pour rappel, les glandes surrénales, ce sont des petites glandes qui sont situées au-dessus des reins et ce sont elles qui produisent le cortisol, l'hormone du stress, l'aldostérone qui a pour charge de baisser la pression artérielle, l'adrénaline et les androgènes, DHEA et DHEAS. Et donc c'est pour ça en fait qu'avec un régime keto, en fait, entre autres, mais un régime, même si vous n'avez pas forcément 100% un régime keto, mais juste un régime qui est riche en protéines animales, parce qu'on voit partout que les protéines animales, en tout cas un régime hyperprotéiné favorise l'équilibre hormonal, ce qui est totalement faux, en fait si vous faites ça, vous allez vraiment solliciter vos surrénales. Et donc vous allez produire beaucoup de cortisol, beaucoup d'adrénaline. Et on l'a vu, le cortisol vient en fait
dérégler votre insuline parce que le cortisol, c'est une hormone qui est hyperglycémiante. Donc le cortisol va d'autant plus en fait libérer de sucre dans le sang. L'adrénaline va du coup être produite de plus en plus pour fluidifier le sang. Et donc vous vous retrouvez vraiment dans un cercle vicieux avec de la fatigue surrénalienne et souvent en plus de ça des troubles digestifs et des troubles hépatiques. Dans le sens où, toujours pareil, lorsque vous consommez beaucoup de protéines animales, en fait ça se voit assez facilement puisque vous allez potentiellement avoir des ballonnements. Souvent, quand on consomme beaucoup de protéines animales, on est plus sujette au ballonnement, tout simplement parce qu'on est en surcharge hépatique. Et vous pouvez aussi avoir par exemple des gaz odorants. Ça c'est vraiment en fait ça veut dire que vous avez une dysbiose de putréfaction, c'est-à-dire vraiment trop de protéines animales et donc ça putrifie dans vos intestins. Et donc c'est ça qui provoque les gaz odorants. Mais revenons à nos surrénales, donc c'est-à-dire les petites glandes qui sont au-dessus des reins. Tout simplement, au début en fait, avant d'épuiser totalement vos surrénales, elles vont être complètement déséquilibrées et elles vont plus produire les bonnes hormones au bon moment. Et c'est souvent là en fait le premier signe de la fatigue surrénalienne qui va arriver et de l'épuisement surrénalien. Ça va être le fait que vous vous réveillez fatigué et que vous avez plus d'énergie le soir. Ça veut dire que vous avez un déséquilibre au niveau du cortisol. Parce que le cortisol, et non du coup, ça ne dépend pas des personnes, c'est juste que vous êtes potentiellement en déséquilibre depuis longtemps si c'est votre cas, mais normalement le cortisol, il commence à être produit à partir de 6h du matin. Ça, c'est le fonctionnement, le rythme circadien. Et tous les êtres humains sont calés sur le rythme circadien, c'est-à-dire en fonction du rythme du soleil. Donc, il n'y a pas « Ah, moi je suis plutôt du soir » ou « Moi je suis plutôt du matin ». C'est juste en fait qu'il y a un déséquilibre quelque part. Il faut savoir que du coup, le matin, à partir de 6h du matin, la mélatonine, elle chute. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et le cortisol monte. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais c'est aussi l'hormone de l'éveil. Donc, c'est normal que le matin, le cortisol, il monte. Si vous ne prenez pas de petit déjeuner le matin, qui va venir en fait stopper la production de cortisol, parce que le cortisol qui monte, c'est bien le matin, parce qu'il faut que vous passiez de la position allongée à la position debout. Donc, forcément, il faut que vous ayez de l'énergie. Et pourquoi vous avez ce cortisol le matin ? Parce que le cortisol est une hormone hyperglycémiante, c'est-à-dire qu'il va libérer du sucre dans le sang. Et c'est ce sucre-là qui va vous donner l'énergie pour vous lever le matin. Donc c'est nécessaire. Mais le but, ce n'est pas de produire du cortisol à fond les ballons toute la journée. Le but, c'est qu'ensuite vous prenez un petit déjeuner, c'est-à-dire que vous avez un apport externe de sucre, d'où l'importance de manger des glucides à tous les repas, matin, midi et soir. Minimum. Et donc, quand vous prenez votre petit déjeuner, vous avez un apport externe de source d'énergie pour votre corps. Donc, le cortisol va se stabiliser. Et donc, le cortisol va se stabiliser, mais vous allez quand même en avoir toute la journée pour être efficace, pour être productive, etc. Mais au fur et à mesure de la journée, le cortisol, il va un petit peu baisser quand même. Jusqu'à 18h, où le cortisol, vraiment, il devient plus bas et la mélatonine commence à être produite à partir de 18h. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire de sport intensif le soir. Parce que si vous faites du sport intensif le soir, du coup, vous dites à votre corps, non, ne produis pas de mélatonine. Et donc, pas de mélatonine, d'hormone du sommeil, et donc un sommeil beaucoup moins réparateur, si vous en avez moins, forcément. Mais plutôt, du coup, si vous faites du sport à partir de 18h, surtout du sport intense, si vous faites du yoga ou du pilates, ça va. Mais si vous faites du sport intense, en fait, votre corps, il va produire du cortisol, parce qu'il va dire, oh là là, en fait, on n'est pas du tout prêt à aller se coucher. Donc, comme on est encore en mouvement, moi, il faut que je reproduise du cortisol. Voilà. Donc ça, c'est pas bon. Mais si on récapitule, on produit le cortisol le matin, ça monte, et petit à petit, au cours de la journée, ça descend. Et donc, normalement, quand vous êtes à l'équilibre, vous avez plus d'énergie le matin et beaucoup moins d'énergie le soir. Ce qui est logique, vu que le matin, on a toute la journée qui va se dérouler où il va falloir faire des choses. Et le soir, c'est quand même un petit peu le moment d'aller se coucher à un moment donné, quoi. Le problème, c'est que du coup, quand on commence à épuiser les surrénales et à les dérégler parce qu'elles sont sollicitées à cause de dérèglements hormonaux, par exemple, parce que vous consommez trop de graisse saturée et du coup, les surrénales doivent produire de l'adrénaline pour fluidifier le sang et donc votre pancréas compense en produisant encore plus d'insuline, ce qui vient d'autant plus fatiguer les surrénales. Voilà le petit combo. En fait, le premier symptôme, ça va être que vous allez vous réveiller fatigué. En fait, parce que vous n'allez pas produire forcément suffisamment de cortisol. Mais le soir, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Et c'est souvent à ce moment-là, du coup, le soir, que vous allez aussi avoir des envies de sucre, etc. après votre journée de travail. Et autre symptôme avant-coureur, en fait, de la fatigue surrénalienne plus profonde, ça va être aussi le brouillard mental, les problèmes de concentration, etc. Vous l'avez aussi physiquement, parce que vos cheveux vont commencer à s'affiner, voire potentiellement tomber de plus en plus, jusqu'à potentiellement, dans le cas de SOPK surtout, avoir une alopécie. Et moi, j'avais par exemple de l'alopécie si vous avez suivi les photos sur Instagram. Mais du coup, la question que vous devez vous poser, c'est ok, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, il faut comprendre, comme je l'ai déjà dit, que le SOPK, c'est vraiment
plusieurs systèmes dans votre corps et plusieurs hormones qui sont impliquées. Donc déjà, en fait, la première étape, ça va être surtout d'identifier la cause et les cofacteurs. Et ça, malheureusement, les causes et les cofacteurs vont être différents selon chaque personne, selon chaque femme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, tous les extrêmes, enfin, il n'y a aucun extrême d'ailleurs, qui est bon pour votre santé. Le régime miracle, il n'y en a pas. Le complément miracle, il n'y en a pas. Par exemple, prendre de l'inositol pour la résistance à l'insuline. Alors, si jamais pour vous ça a marché, envoyez-moi un message et dites-moi combien de temps vous l'avez prise. Et surtout, si effectivement ça a fonctionné sur vous, est-ce que la personne qui vous l'a recommandé de prendre de l'inositol ne vous a pas dit qu'il fallait le prendre à vie? Non, en fait. À partir du moment où vous devez prendre un complément à vie, vous n'avez rien régulé et vous mettez un pansement sur une hémorragie. Mais ça ne règle pas du tout la cause du problème. Ensuite, il n'y a pas de régime miracle. Le régime keto, c'est pas du tout un régime miracle, loin de là. Ah oui, ça c'est le point aussi que j'ai oublié. C'est que d'autant plus que les régimes qui sont riches en protéines, en fait, quand c'est métabolisé par l'organisme, du coup, le corps va avoir beaucoup de déchets azotés. Ces déchets azotés vont devoir être filtrés par le foie et les reins. Donc, vous allez d'autant plus, en fait, avec un régime keto, fatiguer votre foie. Or, le foie, c'est lui qui élimine l'excès des hormones. Donc, plus, en fait, il va devoir traiter de déchets azotés et d'autres déchets, parce qu'en fait, le corps humain, toute la journée, le fait de fonctionner produit des déchets, ce qui est normal. Et durant la nuit, le foie élimine, en fait, ces déchets. Mais c'est un petit peu comme tout, en fait. Le foie, il peut pas tout éliminer si vraiment il y en a trop, en fait, tout simplement. C'est comme si vous devez faire le ménage de votre studio. Ok, c'est facile à faire, mais si dans le même laps de temps, on vous dit de faire le ménage dans une maison de 400 mètres carrés, forcément, vous n'allez pas tout faire. Voilà, c'est tout. Votre foie, c'est un petit peu pareil. S'il y a beaucoup de travail à faire, lui, il a toujours un laps de temps de travailler, plus le fait, en fait, que potentiellement, s'il n'a pas suffisamment les bons nutriments pour fonctionner, parce qu'on voit ça souvent aussi, c'est le jeûne ou le jeûne intermittent pour aider à faire fonctionner le foie. Le foie, non. En fait, quand on ne lui donne pas de ressources pour fonctionner, c'est un peu comme, je vais essayer de faire fonctionner ma voiture, mais je vais économiser le moteur, je vais pas mettre d'essence. On va essayer de rouler sans essence. En fait, non, ça ne marche pas. Le foie, c'est pareil, si on lui donne pas la matière première pour fonctionner, en fait, il va juste pas fonctionner. Et de faire des jeûnes, en fait, c'est ne pas lui donner les matières premières. Il faut savoir que le foie, il a besoin de certains micronutriments, surtout, pour produire le glutathion. Et c'est le glutathion, en fait, qui va venir détoxifier tout l'organisme. Voilà, c'est un antioxydant qui est puissant. C'est l'antioxydant le plus puissant. Donc, il faut encore que le foie ait suffisamment de matières premières pour produire ce glutathion. Et pour produire ce glutathion, il faut par exemple consommer de la coriandre, du persil, des légumes verts, des amandes, voilà, ce genre d'aliments. Donc jeûner n'aide pas du tout au fonctionnement du foie. Voilà, et donc le foie, quand forcément il est surchargé, il va pas pouvoir éliminer en fait les excès d'hormones. Et donc c'est pour ça que c'est important la santé du foie, et donc ne pas le surcharger avec des régimes qui sont trop extrêmes. Passer en fait, d'un régime qui va être potentiellement hyperprotéiné ou après faire des jeûnes, etc. Et vous envoyez, en fait, en essayant de bien faire et de mettre en place plein de choses, vous envoyez des signaux totalement contradictoires à votre corps. Votre corps, il doit s'adapter, en fait, en permanence. Ah, ok, là, aujourd'hui, c'est régime keto. Ah, là, en fait, je bouffe plus pendant 3 jours. Ah, là, finalement, on mange 4 fois par jour. Ah, là, finalement, on mange 1 fois par jour. Bref, c'est pas possible. Le corps, vous lui envoyez trop des signaux différents. Pareil avec les compléments alimentaires. Trop de compléments alimentaires, le corps, lui, il est perdu. Donc, qu'est-ce qu'il fait, en fait, quand il est perdu? Il fait comme vous, quand vous vous sentez perdu. Vous stressez. Quand vous êtes dans un endroit et que vous ne reconnaissez pas et que vous ne savez pas comment sortir du truc, vous commencez à stresser. Votre corps, c'est pareil. Il a trop de signaux différents, il va commencer à stresser. Et donc, qui dit stress, dit production du cortisol, dérèglement de l'insuline, dérèglement des androgènes, aggravation de l'inflammation et des symptômes du SOPK. Voilà, pour schématiser. Donc, pas de régime miracle, pas de complément miracle, pas de plante miracle. Vraiment, si vous voulez sortir du SOPK, et ça je parle de façon générale, il faut une approche globale. Parce que les traumas, les émotions, les déséquilibres énergétiques, les schémas de pensée, en fait, tout ce qui est reprogrammation neuronale aussi va jouer. Et bien sûr, l'alimentation et le sport aussi, mais il n'y a pas que ça. Et donc, il ne faut pas mettre toute votre attention là-dessus. D'ailleurs, il y a un autre épisode semaine prochaine qui sort sur comment lâcher prise sur l'alimentation, parce que ça ne sert à rien, en fait, alors, je ne dis pas attention de manger hyper transformé, n'importe quoi, etc. Loin de là. Mais en général, les femmes que j'accompagne, c'est des femmes qui ont déjà une alimentation saine et qui, du coup, dont l'alimentation représente trop de charge mentale, qui n'arrivent pas à lâcher prise parce qu'elles ont peur de perdre
les efforts, les résultats en fait des efforts qu'elles ont fait. Voilà, donc dans le prochain épisode, on parle de lâcher prise sur l'alimentation et ça c'est important. En fait, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais il faut vraiment traiter toutes les causes. Et revenons du coup à la résistance à l'insuline, vous l'aurez compris, comment traiter basiquement la résistance à l'insuline, c'est tout simplement réduire les protéines animales. Et les protéines animales, j'ai envie de dire surtout les produits laitiers. Parce que les produits laitiers, en fait, c'est un combo parfait pour la résistance à l'insuline et le SOPK, parce que ça contient beaucoup de graisses saturées. Ça, vous avez sûrement remarqué que le fromage, c'est quand même assez gras. Et le lactose. Donc, c'est du sucre. Le lactose, c'est du sucre. C'est le sucre des produits laitiers. Et donc, si vous faites le combo gras et sucre en même temps, eh bien, si vous avez compris ce que je vous ai dit sur la résistance à l'insuline, vous comprenez que c'est juste mettre le feu aux poudres. Voilà, donc les produits laitiers, vraiment, quand on a de l'hyperandrogénie ou de la résistance à l'insuline, c'est juste une catastrophe. Alors le but, ce n'est pas de les arrêter complètement, mais le but, c'est de trouver un équilibre qui permet en fait de réguler votre résistance à l'insuline sans forcément que ça devienne trop restrictif, quoi. Et par contre, du coup, si vous avez la résistance à l'insuline, vous avez sûrement commencé ou en tout cas commencer, voire épuiser vos surrénales et donc il va falloir réparer vos surrénales. Et pour réparer les surrénales, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du sucre. Alors non, il ne faut pas du chocolat, il ne faut pas des gâteaux, il ne faut pas du Nutella. Ce qu'il faut, c'est des fruits et des glucides complexes. Voilà, et c'est ça en fait qui va permettre de guérir les surrénales. Les surrénales en fait, c'est vraiment, comme je vous disais, le stress. Donc en fait, moins vous allez stresser votre organisme, plus les surrénales vont se réparer. Et donc c'est comme ça aussi qu'on sort de la fatigue chronique, donc qui est liée au SOPK et donc potentiellement soit à l'épuisement surrénalien tout seul, soit le combo résistance à l'insuline et épuisement surrénalien. Voilà, et manger régulièrement. En fait, le corps, et ça, je le répète, je crois quasi à tous mes épisodes de podcast, donc c'est important de vous en rappeler, le corps, il a besoin de glucides. La source d'énergie principale de votre organisme, c'est les glucides. Et glucides, j'entends tous les sucres en fait, sauf les sucres raffinés, bien sûr, mais ça va être les fruits, ça va être le riz, ça va être la patate douce, etc. Voilà, le corps, c'est sa matière première en fait pour fonctionner. C'est pas les protéines, c'est pas les graisses, la majorité de ses ressources. C'est vraiment les glucides. Et donc, à partir du moment où vous arrêtez les glucides, où vous réduisez les glucides, ça va pas être bon pour vos surrénales, ça va pas être bon pour vos hormones de façon générale. Parce que rien que les glucides, ils sont nécessaires par exemple pour la production de sérotonine, et la sérotonine est utile à la production de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc ça aussi, c'est pour bien dormir aussi, et la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Donc plus vous avez de sérotonine, plus vous réduisez vos risques d'anxiété et de dépression. Donc il faut manger des glucides, tout simplement. Si vous souffrez de SOPK, résistance à l'insuline, fatigue surrénalienne, je vous invite donc à réserver votre bilan offert pour qu'on en discute et pour qu'on puisse identifier les causes et les cofacteurs à traiter. Et sinon, si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker, le partager, à mettre les petites étoiles et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.